Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition des Digital Rise organisée par l'agence WAM. Les Digital Rise, c'est 6 grandes thématiques sur cette semaine que nous allons aborder. Mardi, on a commencé avec la collecte de données et le server-side. On a parlé aussi des stratégies éditoriales et des LLM. Hier, on était sur des stratégies paid et sur le Edge SEO. Et aujourd'hui, les 2 dernières sessions, donc dès maintenant, on va parler de WordPress et tout à l'heure à 11h, on vous donne rendez-vous. Vous pouvez encore vous inscrire pour parler des relations presse avec un cas client, deuxièmeavis.fr avec qui on travaille pour vous montrer comment on a réussi à les rendre incontournables dans les moteurs de réponse IA. Mais revenons à notre sujet du jour, qui est WordPress, avec Charlotte et Timothée. Bonjour à tous les deux, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors de mon côté, Charlotte, je suis à l'agence WAM depuis 15 ans et après un passage niveau SEO et rédaction web, je suis passée au web et je fais principalement de la gestion de projet et du prototypage UX pour les sites. Bonjour, et moi c'est Timothée Molla, je suis développeur web depuis bientôt 10 ans chez WAM à l'agence de Mulhouse. Exactement, merci à tous les deux. Moi je suis Xavier Favarel, je m'occupe de la partie marketing et acquisition chez WAM aussi depuis quelques années. Effectivement, tu as dit Mulhouse parce que vous êtes à Mulhouse, moi je suis à Lyon parce qu'on a une agence à Lyon, une agence à Mulhouse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où vous venez aussi, c'est plutôt intéressant et ça fera aussi venir les gens le temps que tout le monde se connecte. C'est 9h32, donc on a encore un tout petit peu de temps avant de démarrer. Peut-être en attendant, on peut passer à la slide suivante pour vous rappeler un peu les bonnes pratiques en webinaire. Vous les connaissez sûrement déjà, mais n'hésitez pas à nous laisser un avis en fin de webinaire. Ça nous intéresse de savoir comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé le sujet, est-ce que c'était intéressant. Posez vos questions aussi dans le chat. On vous y répondra avec grand plaisir. On prendra le temps de vous y répondre en fin de webinaire avec Charlotte et Timothée. On va aussi lancer un sondage très bientôt. Pareil, à répondre dans le chat. Et du coup, le contenu de ce webinaire sera disponible en replay et en compte rendu sur notre site dans quelques jours et sur Webikeo. Voilà. On va pas tarder à démarrer. Première question et premier sondage. Déjà, est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous avez un projet lié à votre site web de création, de refonte? N'hésitez pas à répondre au sondage en commentaire. Et puis Timothée, Charlotte, c'est à vous de jouer. Ok, c'est pour parti. démarrer ce Merci. sujet sur WordPress. Merci. Alors, on peut tout de suite aller à la première partie, Timothée. Ça marche. Merci. Alors, quelques chiffres pour rappeler ce que c'est WordPress en 2025. Donc, c'est une solution qui existe depuis 2003. Donc, c'est open source, donc libre pour utiliser pour tout le monde. Ça fait plus de 20 ans, donc ça évolue. C'est le premier CMS qui est utilisé dans le monde. Donc, sur tous les sites qui utilisent un CMS, il y en a 60% environ qui l'utilisent. Et ça représente 40% des sites qui utilisent, enfin des sites en général qui n'utilisent pas forcément un CMS. C'est adapté pour tout type de structure, les entreprises, les institutions et les sites e-commerce. On peut aussi dire que c'est une solution qui est très complète, qui est flexible et pérenne, avec aussi beaucoup d'aides. Donc, par exemple, 60 000 plugins à peu près qui existent, qui sont disponibles, soit gratuits, soit freemium. Voilà. Donc, ça fait très longtemps que c'est plus un CMS qui est uniquement destiné pour le blogging. On l'utilise pour la création de sites ambitieux, donc des gros sites vitrines, par exemple, des boutiques en ligne qui performent et aussi pour des gros médias, des intranets aussi ou des sites beaucoup plus institutionnels. On peut adapter cette solution à tous les besoins. Voici quelques exemples de sites qui utilisent WordPress. Donc, ça montre bien le panel très varié de structures qui peuvent l'utiliser. Donc, à la fois la Maison Blanche, où on a aussi mis 2 exemples de sites qu'on a fait chez WAM. Donc, Wash, donc la solution de la station de lavage de Total, et aussi Carola, donc une marque
d'eau minérale. Et après, on a mis d'autres exemples, boutique en ligne, Sony Music pour le label très connu ou le blog de PlayStation. Une des forces de WordPress, c'est, voilà, on le disait, c'est une solution qui est très utilisée dans le monde. Et du coup, il y a une communauté très développée qui est à la fois très active et qui innove tout le temps. Donc, on a énormément de structures qui peuvent faire des modules. Il y a des événements qui permettent justement aux développeurs de se rencontrer, les WordCamp notamment. La solution est mise à jour en continu. Ça permet d'avoir une solution qui est sécurisée, qui est performante et qui propose tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Énormément d'agences choisissent ce CMS. Du coup, c'est une technologie qui est très maîtrisée sur le marché. Au niveau des modules, des extensions, on essaye d'éviter le terme module pour WordPress, je suis désolée. En termes de plugins utilisés, il y en a beaucoup et il y en a, par contre, il y en a des moins qualitatifs. Et donc, en termes de modules qualitatifs que nous, on préconise, j'ai redit modules, il faut vraiment que j'arrête, des extensions. Il y a ACF, Yoast pour tout ce qui est référencement, WordFence qui permet de gérer la sécurité, Fluentform pour tout ce qui est formulaire, WPML pour le multilingue. Et après, en module pour la performance, on a WP Rocket. J'arrive pas avec le terme module, c'est terrible. Ok, merci Charlotte. On va passer à la partie sécurité, justement, en parlant de WordFence. Donc, où sont vraiment les risques de WordPress? En fait, on voit avec les statistiques que c'est vraiment la partie des extensions qui est le plus à risque, avec 96% des failles de sécurité en 2024. C'est une tendance qui se maintient dans le temps. En 2023, on était aussi autour de 97% de failles. Et ce qui met vraiment l'accent sur la sécurité au niveau des extensions. On voit que le cœur de WordPress, finalement, est très peu exposé. Donc, ce qui fait la force de WordPress, c'est les extensions, mais c'est aussi sa faiblesse, et donc il faut y faire attention. Donc, comment réduire les attaques? En fait, il faut mettre en place des outils de pare-feu actifs, limiter les IP malveillantes. Ça, il y a des extensions comme WordFence qui sont très efficaces. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une bonne utilisation des rôles et des droits que WordPress met à disposition. Il faut mettre en place une politique de mot de passe forte, une double authentification, limiter le nombre d'utilisateurs comme les administrateurs, qui sont des comptes plutôt à risque. Et côté plugin, il faut faire un inventaire minimal, comme on le disait avant, utiliser que des éditeurs réputés, faire des revues, des mises à jour régulières pour éviter les doublons ou les extensions qui sont devenues obsolètes. Donc, c'est vraiment les extensions qui sont primordiales dans la conception d'un site WordPress. Ensuite, avec tous ces outils, il faut toujours garder à l'esprit qu'une sécurité d'un site web, c'est une sécurité active. Donc, il faut toujours maintenir son site à jour, faire de la veille sécurité, tester avant de mettre à jour, valider les nouvelles fonctionnalités, déployer en continu les mises à jour, mettre en place des actions de surveillance avec des historiques d'activité pour éviter et remonter à la source de problèmes. Et il faut bien veiller à avoir un hébergement structuré avec des sauvegardes régulières, correctement managées, sécurisées, qui fait un suivi sur les mises à jour comme les mises à jour PHP, qui maintiennent le code à jour et évitent les failles. Et tout ça, en fait, WordPress le facilite. Et c'est un CMS qui, comme l'a dit, c'est un CMS ouvert. Et donc, le code est très bien maîtrisé et pensé pour ces évolutions-là et cette maintenance.
On va lancer aussi d'ailleurs un sondage pour savoir comment vous gérez votre maintenance sur votre site aujourd'hui. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Pardon, Timothée. Pas de souci. Moi, ma partie se termine sur la sécurité. On va passer à la performance. Alors, en termes de performance avec WordPress, c'est super important pour tout ce qui est référencement. Du coup, c'est un enjeu clé en 2025. Donc, pourquoi est-ce qu'il vous faut un site rapide? Déjà, en termes d'expérience utilisateur, forcément, ça va impacter un site qui prend plus de 10 secondes à charger, vous allez perdre vos internautes et vous allez aussi perdre toute conversion parce que si la mise au panier, le fait de pouvoir payer, ça prend trop de temps, ils iront ailleurs. Et c'est pour ça que c'est devenu un des critères aussi de positionnement des sites et de visibilité. Donc, c'est pris en compte par Google. Donc, un site lent va être pénalisé. Et WordPress a donc mis en place directement dans son corps des optimisations pour favoriser les performances des sites. Par exemple, le lazy load est maintenant intégré directement, c'est-à-dire le chargement différé des visuels. On voit l'emplacement avec le visuel et il charge après le chargement de la page pour ne pas retarder. Et on a un développement d'une gamme d'extensions et d'outils qui permet d'aller plus loin en termes de performance. Tu peux aller sur la slide après, merci. Je vais vous donner donc quelques exemples de plugins d'optimisation qui sont efficaces. Donc, WP Rocket dont je parlais tout à l'heure permet une mise en cache, la compression des visuels et le préchargement. On utilise aussi des éléments pour optimiser les visuels. Automatiquement, quand on télécharge un visuel dans WordPress, ça le permet de le compresser et de l'optimiser. Donc, on a plusieurs modules qui sont très réputés comme Imagify, Optimal, You et Smush. Et après, on a aussi d'autres modules qui permettent d'identifier tout ce qui est requête un peu lourde à optimiser, à la fois en front et en back. C'est aussi important de penser à ces performances pour l'utilisateur. Non, je n'ai pas fini. Qu'est-ce que tu fais? D'optimiser les performances aussi pour l'utilisateur qui va éditer. Donc vous, en fait, que vous puissiez utiliser un site facilement pour mettre à jour vos contenus. Donc, il faut à la fois optimiser le front et le back. Et comme disait Timothée tout à l'heure, l'hébergement, c'est très important pour la sécurité, mais c'est aussi important pour les performances. Donc, il faut avoir un hébergement qui soit adapté avec une infrastructure moderne. Donc, on parlait effectivement des versions PHP. Donc, ça, si vous voulez un site sécurisé, mais aussi performant, il faut que ça suive en termes de mise à jour et qu'il y ait des optimisations et des paramétrages qui soient mis en place. Voilà. Merci, Tim. Pour tout ce qui est Google, ce qu'ils prennent en compte pour valoriser un site, il y a donc les Core Web Vitals et du coup les trois, donc c'est LCP, FID et CLS, donc c'est tout ce qui est chargement, interaction et stabilité visuelle. Donc c'est-à-dire quand vous arrivez sur un site, il faut éviter que les éléments mettent du temps à se positionner aux bons endroits dans la page, que la page s'affiche rapidement et que les interactions soient assez facilement accessibles. Du coup, WordPress, ce qu'ils font pour ça, merci. Ils ont donc, comme on le disait, un code de base optimisé, des plugins spécialisés pour tout ce qui est mise en cache. Donc, encore une fois, ça, je l'ai dit plus tôt. Et donc, une gestion très fine de tout ce qui est visuel, déjà de base, plus les extensions. C'est très compatible pour tout ce qui est référencement. Donc, Gutenberg, qui est l'éditeur natif de WordPress, permet justement de respecter toutes ces bonnes pratiques. L'écosystème est compatible avec tout ce qui est outils comme PageSpeed Insight pour tester. Donc, en fait, pour un peu résumer et donner une meilleure visibilité, les Core Web Vitals, donc WordPress, qui peuvent proposer comme solution, c'est soigner par exemple le chargement de l'aérobanner. L'aérobanner, c'est donc le premier visuel qu'on voit au-dessus de la ligne de flottaison, par exemple sur une page d'accueil. Là, ce visuel va être particulièrement soigné pour qu'il s'affiche rapidement et qu'on ait tout de suite un visuel de la page. Il va aussi y avoir moins de JavaScript bloquant qui empêche donc d'interagir avec la page, tout ce qui est script qui mettent beaucoup de temps à charger et qui retardent le chargement entier de la page vont être différés. Et après, il y a toujours des définitions d'images qui permettent justement que les éléments restent à la bonne place. Et tout ce qui est éléments, effets, on essaye de limiter
l'apparition d'éléments après qui donnent ce côté un peu de non-stabilité visuelle. Alors, donc, la structure native de WordPress est optimisée pour le référencement. Il y a une structure qui est à la fois claire et logique, donc avec une génération automatique de balises, les URL sont lisibles. On a une hiérarchie de contenu qui est compréhensible par les moteurs de recherche. Gutenberg permet encore plus d'avoir cette structuration lisible, avec notamment des options back-office. Ça, Timothée pourra vous le montrer tout à l'heure, mais on peut voir très facilement les niveaux de titres, le type de contenu, donc ça permet vraiment d'avoir cette hiérarchie très facilement accessible et compréhensible. On a donc des blocs flexibles, des zones configurables qui s'adaptent automatiquement donc, aux différentes tailles d'écran, le fameux responsive. Et après, on a toutes ces extensions qualitatives qui gravitent autour, comme Yoast, SEO, redirection, Rank Math, qui peuvent favoriser donc, tout ce qui est création de sitemap XML, la gestion des métadonnées, des redirections, et donc optimiser vos contenus. Et le CMS, en général, permet une production simplifiée des contenus classiques comme les pages, les actualités. Voilà. Donc, c'est vraiment un éditeur facilement prenable en main. En termes, en conclusion, c'est vraiment un CMS qui vous permet de créer un site rapide qui soit bien structuré et référencé. J'ai dit tout le reste. Ok, ça marche. Merci. Alors, WordPress aussi propose donc, comme on disait, de nombreuses fonctionnalités natives, mais aussi des extensions qualitatives qui permettent de développer ce que propose le CMS. Et là, on a décidé de vous parler de 4 solutions particulièrement qui sont très recherchées et très utiles. Donc, le multisite, donc ça c'est natif à WordPress, mais quand vous créez un nouveau site WordPress, il n'y a pas forcément le multisite activé parce que si vous n'en avez pas besoin, ça ajoute une surcouche non nécessaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez activer sans avoir besoin d'ajouter une extension externe. Donc ça va vous permettre de gérer plusieurs sites à partir du même back-office, ce qui est important, intéressant en termes de gouvernance parce que vous allez avoir finalement une seule maintenance pour tout le site. Après, c'est sûr qu'il faut prendre un peu plus de temps pour être sûr que ce que vous avez installé sur un site ou l'autre fonctionne toujours bien. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un seul hébergement et une seule maintenance. Donc, c'est idéal si vous avez une équipe qui gère plusieurs sites, plusieurs marques, ou que vous avez, par exemple, plusieurs cibles pour adapter votre discours en fonction des sites ou votre identité, effectivement, si vous avez plusieurs produits. Vous pouvez donc gérer vos utilisateurs au même endroit. Ça permet d'avoir une équipe par site, par exemple. Il y a un super admin qui peut accéder à tous les sites, qui peut paramétrer tous les sites. Et après, on peut avoir des utilisateurs qui accèdent aux sites que vous décidez de leur donner. Donc, s'il y a 4 sites, ils peuvent accéder, par exemple, qu'à 3 sites ou même qu'à un seul site. Et au sein même de ces sites, on peut gérer finement les droits pour que certaines personnes ne puissent gérer que l'édition des pages ou des articles ou aller plus loin. L'avantage du multisite, c'est d'avoir aussi une cohérence graphique et technique qui est assurée sur la totalité des sites et donc la gouvernance, l'optimisation des frais, j'en ai parlé. Une des autres fonctionnalités très recherchées, c'est le multilingue. Donc, nous, on utilise l'extension WPML, qui est vraiment un module... une extension qui existe depuis très longtemps, qui est vraiment très complète et très mise à jour régulièrement et qui a vraiment fait ses preuves. Il existe d'autres alternatives comme Polylang ou TranslatePress. De notre côté, on ne se sépare pas de WPML. WPML, l'avantage aussi, c'est que ça va être compatible avec les extensions dont on a pu vous parler avant, comme Yoast pour le référencement. Donc, ça va vraiment vous permettre d'avoir plusieurs langues sur votre site et de facilement après appliquer vos optimisations à chaque langue. Vous allez aussi avoir des options qui vous permettent de faciliter la traduction de vos contenus, soit via les traducteurs classiques comme DeepL par exemple, ou intégrer un traducteur IA directement au sein de vos contenus pour gagner du temps. Donc, vous avez votre mise en page qui est reproduite, celle que vous avez fait par exemple en français, vous la reproduisez et là, vous lancez la traduction en IA et vous pouvez après ajuster pour avoir une touche peut-être plus humaine sur vos contenus.
Ensuite, il y a aussi tout ce qui est boutique en ligne. Donc, WordPress est devenu maintenant un acteur majeur aussi sur les boutiques en ligne. Donc, vraiment, comme on le disait plus tôt, c'est plus du tout réservé au blog. Il y a à peu près 30% des sites, des boutiques en ligne dans le monde qui sont faites avec WooCommerce. C'est 22% des sites qui sont en WooCommerce sur les 1 million, enfin les 10 millions de boutiques les plus importantes dans le monde. C'est l'extension officielle de WordPress, donc c'est aussi un gage de qualité. C'est flexible et évolutif, donc ça permet aussi bien de faire une petite boutique que une très grosse boutique. Après, encore une fois, il faut gérer un hébergement adapté à votre boutique en termes de fréquentation. Vous allez avoir beaucoup de modules, j'y arriverai pas, j'abandonne, d'extensions qui sont dédiées à WooCommerce, qui vous permet à la fois de gérer tout ce qui est facturation, tout ce qui est relance, retargeting, relance panier, les abonnements, les passerelles de paiement. Enfin, voilà, c'est hyper riche. Donc, vous pouvez vraiment faire votre boutique avec WordPress. C'est plus du tout dans les débuts où on hésitait un peu avec d'autres grandes solutions. Maintenant, WordPress est tout à fait adapté. Ça vous permet en plus d'avoir toute cette partie marque avec le côté vitrine, blog qui est très maîtrisé. Et c'est compatible avec toutes les extensions dont on a parlé précédemment, en tout cas nos extensions favorites. Mais oui, j'ai l'impression que WordPress pâtit de cette image encore de blog, et encore aujourd'hui on a des questions, mais est-ce qu'on fait vraiment un site e-commerce avec WordPress? En fait, la réponse est clairement oui, tout simplement. Clairement oui. Et la question ne se pose même pas en fait. C'est ça. C'est ça. Après, c'est sûr que quand on veut une boutique, on va parfois penser à privilégier d'autres CMS parce que de base, c'est des CMS qui ont été créés comme PrestaShop ou Magento, qui ont été créés pour faire de la boutique en ligne. Mais du coup, ils ont cette gestion des commandes, des produits qui est hyper fine. Par contre, tout ce qui est justement vitrine, marque, page, blog, n'est pas du tout aussi bien pensé. Et du coup, en termes de SEO natif, c'est plus compliqué. Donc, pour avoir un site vraiment complet qui répond aux différents enjeux, WordPress est clairement un bon choix. Pour l'accessibilité, donc l'accessibilité, il faut il faut mettre son site en accord avec les règles d'accessibilité. En tout cas, quasiment toutes les entreprises sont concernées, toutes les entreprises du secteur public et la majorité des entreprises du secteur privé. Et si vraiment vous n'êtes pas encore concerné, c'est quand même bien de commencer à y penser et de mettre son site aux normes, ne serait-ce que pour son image de marque. Et on a déjà fait des webinaires sur le sujet, si ça vous intéresse. Exactement, c'était au mois de juin, donc n'hésitez pas, on va vous mettre le lien en commentaire. Et c'était pour la sortie de la nouvelle loi sur l'accessibilité web. Oui, qui justement faisait que beaucoup plus de sites sont maintenant concernés par ces critères. Donc de base, WordPress respecte les standards et intègre les bonnes pratiques. Donc c'est tout ce qui est, ils intègrent les bonnes pratiques, mais aussi tous les thèmes récents, dont le nôtre intègre donc les bonnes pratiques, donc les contrastes des couleurs, la navigation au clavier, les balises ARIA et le fait donc d'avoir une structuration sémantique claire. L'éditeur Gutenberg, donc la solution native de WordPress, est conçue pour être utilisable avec un lecteur d'écran. Et après, il y a toute une offre aussi d'extensions qualitatives. Nous, par exemple, on utilise OneTap Accessibility, mais il y a aussi Accessibility Checker, WP Accessibility. Voilà. Il y a beaucoup de solutions sur le marché. Après, nous, on en a choisi une qui nous convient bien et qui est très riche. Vous pourrez tester sur notre site si jamais OneTap Accessibility. OK. Merci. Alors maintenant, on va passer à Gutenberg. Donc, comme l'a cité plusieurs fois Charlotte, en fait, Gutenberg, c'est quoi? Gutenberg, c'est le nom d'un projet, le projet de WordPress pour sa refonte de son éditeur principal au niveau de son contenu. Donc, avant 2018, l'éditeur principal, c'était l'éditeur classique. Des champs de contenu linéaires, les mises en forme étaient limitées, les réglages étaient éparses, voilà, c'était moins sympa. Maintenant, à partir de 2016, ils ont fait le choix de refondre cet éditeur pour en faire un éditeur beaucoup plus visuel, beaucoup plus ergonomique et
en faire un fondement sur la prochaine évolution de WordPress. Donc, il a été développé et présenté la première fois en 2017, et puis il a été intégré complètement au corps de WordPress en 2018, suite à la version 5.0 de WordPress. Et alors, au début, l'adoption était un peu prudente, ça a créé des frictions parce que c'est une rupture culturelle, notamment pour les développeurs, les agences, parce que ça introduit de nouvelles technologies comme le React, une technologie JavaScript développée par Meta, open source, et qui demande des connaissances autres que seulement du PHP ou du JavaScript simple. Donc l'adoption a été un peu difficile au début, mais on voit qu'en 2021 et jusqu'en 2023, ça s'est stabilisé. Les plugins et les thèmes se sont adaptés. La plupart des grands éditeurs ont rendu compatible leur code avec le nouvel éditeur. Et puis voilà, en 2024-2025, il y a une généralisation de son utilisation avec des thèmes qui sont dits block first, donc pensés d'abord pour l'éditeur de bloc. Et comme je le disais avant, en fait, c'est devenu plus qu'un éditeur de bloc, c'est devenu vraiment la première paire du fondement de l'évolution de WordPress, qui tend à devenir un CMS FSE, Full Editing Site. Je reprends. Et donc là, on voit sur les captures la différence, quoi. Donc, ils ont introduit des choses qui sont très intéressantes avec cet éditeur. Au-delà de juste intégrer du contenu, il y a des fonctionnalités qui sont hyper utiles, comme le fait d'avoir des compositions, donc des assemblages de blocs, comme des Lego, qu'on va pouvoir configurer une fois à un seul endroit et qui va être déployé dans plein de zones du site différentes. Ce qui permet d'avoir des zones communes pour toutes les pages du site. Et s'il y a besoin de faire une mise à jour, eh ben, c'est centralisé à un seul endroit. Donc, la mise à jour se fait en un clic et est très rapide. Au-delà de ça, ils ont pensé à protéger la mise en page avec des fonctions de verrouillage pour pouvoir bloquer le déplacement, la suppression ou la modification de contenu. Ces réglages sont plus ou moins fins en fonction du type de contenu et de comment est configurée la page. Ils ont introduit aussi ce qu'on appelle le thème JSON. Donc, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est de centraliser toute la charte graphique d'un site à un seul endroit pour optimiser l'ajout de style et donc le chargement des pages, et pour éviter les doublons de style, les doublons de marge, de couleurs, etc. Et pour vraiment cadrer l'édition d'un site. On va pouvoir mettre en place une palette de couleurs qui est juste celle de la charte graphique de la marque. Pareil pour les typographies, on va pouvoir en mettre 2, 3, 4, mais on va pouvoir les limiter. Et pareil pour tout ce qui est espacement, voilà. C'est basé sur la philosophie de design system qui est en vogue actuellement et qui permet de faire des choses beaucoup plus cadrées qu'avant. Et en fait, cet éditeur, c'est un vrai bénéfice équipe parce que on passe des choses rapidement, on peut gagner du temps pour l'édition de contenu. On peut mettre en place des modèles prêts à l'emploi qui donnent une bonne base tout en permettant la modification et la variation de certaines mises en page. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on va pouvoir étendre et modifier les blocs en place pour pouvoir adapter vraiment le comportement aux besoins de la marque. Donc, sans plus attendre, voici notre approche sur mesure qui se base sur la grande force de WordPress, qui sont sa capacité à mettre en place
plein de types et d'outils qui permettent de d'étendre les comportements et le fonctionnement de WordPress. On va avoir des types de contenus, donc ça va être articles et pages par exemple, mais on va pouvoir l'étendre pour créer un type de contenu produit, comme ce que fait WooCommerce, ou des formations, ou d'autres types de contenus, des services, etc. On va avoir des taxonomies, donc ça en fait, c'est ce qui permet de catégoriser les types de contenus, pour pouvoir faire des filtres, faire des recherches avancées. On va avoir des champs méta, qui sont des champs beaucoup plus cadrés, pour pouvoir donner un prix, une référence à une formation. On va avoir maintenant des blocs pour pouvoir éditer de façon flexible le contenu d'une page ou d'un produit. Et à côté de ça, on va avoir des crochets, des filtres, qui sont des outils pour les développeurs qui permettent à de très nombreux endroits de greffer des choses pour modifier le comportement d'une fonctionnalité native de WordPress, pour pouvoir l'adapter et faire vraiment du sur-mesure avec ce que propose WordPress. Donc nous, on s'est basé sur ces différents outils pour créer tout un écosystème qu'on a nommé ScalePress, qui est en fait un squelette qui regroupe une architecture de plugins, donc d'extensions, qui fonctionne avec un thème maintenant qu'on appelle bloc, donc qui se base vraiment sur l'éditeur de blocs de WordPress. Voilà, ça rajoute une couche d'efficacité et ça permet d'activer des briques génériques et de pouvoir en spécifier après le comportement dans le thème destiné à la marque. Donc là, on va pouvoir adapter tous les besoins au cas par cas pour activer une fonctionnalité si on en a besoin en fonction du contexte et derrière, pouvoir personnaliser dans le thème le comportement de cette fonctionnalité pour vraiment être au plus proche de ce qu'on peut faire sur du sur-mesure, tout en gardant des briques génériques, parce que l'avantage, c'est derrière maintenir un site à jour. Avec une brique générique, on va pouvoir déployer des mises à jour, des correctifs de sécurité ou de compatibilité avec le corps de WordPress pour suivre au plus près les nouvelles évolutions et comme ça garder le site à jour et sécurisé. Et donc avec ces outils-là, on va pouvoir mettre en place des contenus flexibles mais cadrés. On va pouvoir combiner des blocs pour pouvoir faire des mises en page sympathiques tout en verrouillant certains aspects mais en laissant la liberté de faire des variations. Donc à la création par exemple d'une fiche formation, on peut mettre en place un Canva déjà préconfiguré avec des blocs déjà prêts à l'emploi. On a juste besoin d'intégrer le contenu. Et en dessous, on va pouvoir mettre en place des champs méta, donc des champs plus cadrés, pour pouvoir mettre tout ce qui est info sur les prix, la date, la référence, etc. Des choses un peu plus spécifiques qui permettent derrière de faire des recherches sur des critères bien précis. Donc là, je vais vous faire une démonstration. On va essayer qu'elle soit un peu rapide. Oui, je pense que ça sera très bien de voir ça en direct, en live. Et n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin avec Charlotte et Timothée en attendant. Alors voilà, maintenant je suis connecté au back-office de WordPress dans l'éditeur Gutenberg et je vais rajouter un bloc. Donc là, par exemple, si je fais une recherche en faisant un slash, je peux ajouter un bloc médiatexte. Je vais rajouter une image. Je vais rajouter un contenu. Je vais pouvoir modifier ce contenu pour le transformer en titre, par exemple. Je vais pouvoir modifier son niveau de titre. Et au-delà de ça, je vais avoir des options sur ce bloc. Et donc là, si je clique sur l'image, je vais pouvoir dire « Ok, je veux que l'image fasse toute la hauteur ». Et je vais aussi pouvoir gérer tout ce qui est marge externe avec des valeurs prédéfinies, comme je parlais avant dans le design system. Et je vais pouvoir aussi faire des variations de blocs avec différents types de masques.
Et si je reviens sur l'image, j'ai des options aussi pour recadrer l'image comme je le souhaite. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Et derrière, on va pouvoir rajouter d'autres choses et faire des mises en page beaucoup plus élaborées. Je vais rajouter un titre plutôt. Voilà. OK, que je vais centrer. Ensuite, je vais rajouter une grille. Dans cette grille-là, je vais vouloir rajouter, par exemple, un trombinoscope. Et pour ce faire, en fait, j'ai enregistré une composition déjà préfaite. Donc, je la recherche, équipe, hop, et je vais avoir l'équipe déjà préfaite avec un pattern, avec la photo, le nom, le rôle, que je ne peux pas modifier. Là, j'ai plus les options, mais par contre, je vais pouvoir modifier sans contenu. Donc là, par exemple, si je prends cette image, je peux remplacer ensuite le contenu. Et ce bloc-là, je vais pouvoir le dire, OK, je veux le dupliquer. Et pareil, je vais pouvoir modifier. Ça permet de modifier le pattern. Donc, c'est ce que j'expliquais avant. Ça, c'est la valeur centrale où on va pouvoir modifier. Là, j'ai toutes les options. Si je veux modifier et rajouter un masque, je peux le faire ici. Et ça va impacter tout le reste. L'idée, là, c'était de vous montrer, en fait, je peux remplacer l'image. Par celle-là, et ainsi de suite. Derrière, je vais pouvoir aussi maîtriser ma grille. Donner des valeurs spécifiques pour gérer le comportement responsive de la grille. Voilà. Et au-delà de ça, on peut avoir des compositions qui sont complètement préfaites. Par exemple, si je prends type de cas, les résultats, là, je vais avoir une composition déjà préfaite avec du contenu que je vais pouvoir modifier et des patterns, pareil. Donc, pattern en anglais, c'est composition, avec des éléments que je peux modifier, mais seulement le contenu. Par exemple, là, si je veux rajouter un chiffre clé, je peux le faire très facilement. Voilà. Alors peut-être qu'on va pouvoir continuer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Timothée, excuse-moi de t'interrompre. Okay. Mais on peut vous faire aussi des démos en live si vous nous contactez, c'est aussi possible. N'hésitez pas. Et après, je termine juste avec ça. Ce qui est la force de cet outil, c'est qu'on va pouvoir copier toute une structure, aller sur une autre page qui est vide et la coller. Et on va pouvoir retravailler tout le contenu dans un autre contexte en se basant sur quelque chose qu'on a déjà fait. Et c'est comme ça qu'on va gagner du temps. Et donc, avec cet outil-là, on a mis en place des fonctionnalités ScalePress qui rajoutent une couche et qui permettent d'aller beaucoup plus loin que ce que propose WordPress dans certains contextes. Avec notamment des valeurs globales qu'on va pouvoir associer à des boutons, etc. Pour centraliser, par exemple, la page, le lien vers la page contact. Voilà. Maintenant, je reviens à la présentation. Donc, les bénéfices concrets de ScalePress, c'est vraiment la cohérence visuelle, le fait de pouvoir éditer de façon autonome, mettre en place des choses rapidement pour une campagne paid, par exemple, ou des nouveaux contenus, un nouveau produit, etc. Tout se fait rapidement, facilement, et sans besoin de code si tout est prêt en amont. Et donc, comme je le disais avant, ça permet une mise à jour facilitée des éléments grâce à l'architecture d'extension et des briques génériques. Ce qu'il faut retenir. Du coup, pour synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette présentation,
WordPress, il y a un trio gagnant, donc c'est la sécurité, la performance et l'autonomie. Donc la sécurité est vraiment au cœur de WordPress et ce qu'on vous disait, il faut vraiment être prudent avec l'écosystème des extensions et des thèmes aussi, sachant qu'effectivement, quand vous allez choisir une extension, vous allez avoir beaucoup de solutions pour le même besoin. On vous recommande toujours de choisir une extension qui va être très utilisée, qui va être maintenue pour éviter le plus possible de failles de sécurité. Une extension qui n'a pas été modifiée depuis 2 ans, vous n'y allez pas. Pareil, s'il n'y a que 3 installations, soyez très prudents. Ensuite, en termes de performance et SEO, voilà, l'architecture est propre, les pages peuvent être légères, la structure claire. Vous avez vraiment une base qui aide votre référencement. Et si on cumule WordPress à notre approche sur mesure, vous aurez donc tout ce qui est structure éditoriale qui soit claire, vous aurez un site maintenable, évolutif, cadré pour une autonomie très renforcée pour vos équipes, ce qui est le but au final d'un projet, que vous puissiez vous-même gérer votre site et le faire vivre. L'objectif, c'est que vous développiez... On a perdu Timothée. Timothée, c'est pas grave, on était bientôt... On est arrivé à la fin. C'est bientôt à la fin. Mais je peux faire ma conclusion sans le support, s'il faut, effectivement. Donc, le but, c'est de développer un site à votre image. Donc, WordPress, c'est un socle fiable qui vous permet de faire à la fois des sites vitrines, des boutiques et des sites très complexes, très riches en contenu. Vous allez pouvoir vraiment l'adapter à vos besoins avec du multisite, du multilingue ou de l'accessibilité, bien sûr. Et Gutenberg, c'est vraiment une solution pour éditer rapidement vos contenus, d'avoir une cohérence renforcée sur tout le site, donc un respect de votre charte, des blocs qu'on peut réutiliser comme le copier-coller que vous a montré Timothée. Donc, c'est un vrai gain de temps au quotidien. Et ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est que WordPress, c'est un budget maîtrisé. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, la maintenance, si vous avez un site qui est bien conçu, il va être maintenable et évolutif dans le temps et votre budget sera vraiment maîtrisé parce qu'il n'y a pas de surprise cachée avec WordPress. C'est mis régulièrement à jour et les mises à jour sont globalement assez indolores. C'est donc une solution qui est open source et le panel d'extensions est très riche. Donc, vous avez un investissement initial qui est plus léger qu'avec un CMS maison ou une solution très populaire comme Drupal, par exemple, qui est une solution sécurisée et fiable, mais qui va être beaucoup plus lourde à déployer, qui va demander beaucoup plus de développement. La prise en main simplifiée, voilà, vous allez être autonome, vous avez moins besoin de formation, d'accompagnement ou de sous-traitance. Au final, le trafic enregistré sur votre site, il va baisser ces prochaines années, comme on a pu le voir dans nos différents webinaires précédents. Xavier pourra vous en reparler. Donc, il est important que vous fassiez un site qui soit votre outil conçu pour convertir. Oui, exactement. Et c'est un peu le message qu'on dit depuis quelques temps, notamment avec l'arrivée de l'IA. Il y a Google AI Overview qui est pas encore là en France, mais qui devrait pas tarder à arriver. Et on voit déjà énormément de pertes de trafic parce qu'on fait des tests sur d'autres pays où on voit AI Overview et clairement, et vous en entendez parler sûrement aussi dans les médias, la perte de trafic pour beaucoup de sites. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre nos autres sujets dont on a parlé autour de ces sujets de l'IA et du GEO. Voilà, on n'a toujours pas retrouvé Timothée, c'est pas grave, mais on avait bientôt fini. Merci. Merci Charlotte, merci Timothée qui nous entend peut-être. Nous sommes l'agence WAM, nous imaginons et mettons en œuvre des solutions pour bâtir votre autorité digitale de marque. Et ça, comment on fait ? Et on travaille en synergie avec tous nos métiers. On l'a vu aujourd'hui, par exemple, avec la partie création de site, l'expérience utilisateur, mais on fait du SEO, on fait des stratégies payantes, des relations presse, c'est notre sujet de tout à l'heure. Et tout ça combiné, ça permet d'activer votre digital brand authority pour générer de la performance durable pour votre marque avec tous nos experts. Tous nos experts, c'est 50 personnes entre Lyon et Mulhouse. L'agence WAM, c'est 17 ans d'expérience.
On a un exemple devant vous de clients pour qui on travaille. On vous a mis aussi en début de présentation les clients pour qui on a fait des sites, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et un chiffre que moi j'apprécie et qui est assez représentatif, c'est les 7 ans d'âge moyen de nos clients, de relations qu'on arrive à créer avec eux et la confiance qu'ils ont en nous et que nous, on a en eux aussi, c'est important. Voilà. On avait des questions, donc on va y répondre. N'hésitez pas, si vous avez un projet de création de site, de refonte, à nous contacter. On sera disponible pour vous répondre. Charlotte, on avait des questions. Première question de Marie, qui est à Bruxelles, qui travaille avec Drupal et qui est curieuse de voir ce que WordPress peut apporter à ses projets. Alors, du coup, c'est pas une question, mais effectivement, c'était plutôt une remarque autour de Drupal et elle est curieuse de savoir ce que WordPress peut être complémentaire ou différent de Drupal. Je ne sais pas si tu as un mot à dire sur ça, Charlotte ou Timothée. Alors, c'est ce qu'on disait précédemment. En fait, Drupal, c'est un c'est un CMS aussi open source qui est très qualitatif et qui va pouvoir effectivement faire des sites complexes, très solides. Par contre, effectivement, en termes de mise en œuvre, ça va être beaucoup plus lourd qu'un site WordPress. Chaque modification que vous allez devoir faire, vous allez devoir solliciter des développeurs. Donc, et la maintenance va être beaucoup plus compliquée. Une mise à jour WordPress, c'est pas du tout comme une mise à jour Drupal. Une mise à jour Drupal, vous allez presque devoir le refondre techniquement, alors que une mise à jour, j'exagère, mais c'est plusieurs milliers d'euros une mise à jour, alors que WordPress, c'est beaucoup plus indolore, comme on le disait tout à l'heure. Parfait, merci. Tristan qui nous dit intégrer Elementor, bonne ou mauvaise idée? Alors, du coup, Elementor, c'est un builder. Nous, on recommande vraiment d'utiliser Gutenberg qui va permettre cette flexibilité tout en restant dans un cadre sécurisé qui va respecter votre charte, qui va vous permettre de reprendre facilement des éléments. Elementor, c'est quelque chose, on a pu voir beaucoup de nos clients qui avaient des sites initialement avec Elementor qui n'arrivaient pas en fait à éditer simplement le contenu. Ils devaient repartir à chaque fois de zéro. Il y avait beaucoup de choix. À chaque fois, il y a cette sensation de devoir reprogrammer de zéro une zone. Et du coup, il n'y a plus du tout de cohérence graphique sur le site. Donc, pour nous, ce n'est pas du tout une solution qu'on recommande. C'est ça. WordPress, en plus, c'est une solution qui est lourde. Pardon, vas-y, Timothée. En fait, WordPress, justement, ils ont conçu l'éditeur de blocs pour contrer en fait l'apparition de ces builders. En fait, ils voulaient centraliser le fait de pouvoir mettre en place du contenu simplement avec moins d'options possibles, mais tout en gardant une flexibilité. Et en fait, on appelle ça souvent des usines à gaz, les builders comme Elementor. Donc, c'est à éviter. Il vaut mieux utiliser l'éditeur de blocs qui permet d'aller presque aussi loin, mais avec un cadre. Et ça permet de pérenniser le contenu, aussi les imports, les exports sur un nouveau site, par exemple, en cas de refonte. Et Gutenberg est natif à WordPress, alors que Elementor, vous allez souvent avoir besoin de payer la version pro et que ça va être plus difficile à maintenir. Donc, mauvaise idée, Elementor, pour résumer. Priscille qui nous dit, avez-vous déjà travaillé avec la solution Weglot? Alors du coup, Weglot, c'est une solution qui permet de traduire à la volée les contenus. Donc nous, on n'a pas utilisé directement, on la connaît, mais on n'a pas utilisé directement cette solution. Et on préfère utiliser WPML avec les outils de traduction proposés intégrés, car ça nous permet de gérer manuellement, beaucoup plus finement, tout ce qui est traduction et de maîtriser vraiment ce qui se passe sur le site. Et là avec l'arrivée de l'IA, vous voyez des... Pardon, excuse-moi, tu me disais, avec l'arrivée de l'IA, vous voyez des choses arriver nouvelles et plus performantes que WPML ou WPML reste le standard? En fait, WPML va intégrer ces nouvelles fonctions IA et donc il suit la courbe d'adoption de l'IA un peu partout, quoi. Et Weglot, pour revenir à ça, en fait, ça déporte la traduction sur une autre interface. Et en fait, tout ce qui est réglage fin SEO, c'est beaucoup plus compliqué d'aller aussi loin que ce qu'il faudrait en fait avec Weglot. Ça automatise, ça simplifie les choses, mais derrière, si on veut faire des choses un peu plus spécifiques, vaut mieux passer par WPML qui donne plus d'outils pour les SEO. Et en termes de coût, sauf erreur de ma part,
les solutions même de traduction intégrées à WPML, notamment avec l'IA, sont plus avantageuses qu'avec Weglot. Donc Weglot, mauvaise idée. Pardon. Pas forcément mauvaise idée, ça dépend le contexte. Ça dépend des besoins. Nous, c'est pas la solution qu'on a choisie, mais on va pas non plus taper sur tout le monde. Non. C'était la petite référence à la question d'avant. Dernière question. Pardon, il y a encore une question. Donc, il y a 2 dernières questions. Thibaut, faut-il respecter un nombre d'extensions ou de modules, comme tu disais, Charlotte, pour ne pas impacter négativement le SEO? Alors, pour répondre à la question, donc négativement, les SEO, ça va être une question de performance, du coup. Donc, effectivement, il n'y a pas de nombre. Je ne peux pas vous dire il faut maximum 10 extensions ou il faut maximum 20. Par contre, on préconise de limiter et de vraiment réfléchir à chaque usage. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette fonctionnalité? Est-ce que cette fonctionnalité ne fait pas doublon avec une autre? De regarder si effectivement c'est un module qui est sécurisé, donc ça c'est pour la sécurité. Et pour ce qui est donc performance, plus vous allez avoir d'extensions installées, plus vous allez potentiellement impacter le temps de chargement de votre site, au-delà du fait que la maintenance va être plus compliquée et que du coup, vous allez potentiellement augmenter les frais de maintenance de gestion. En fait, le nombre d'extensions va dépendre du besoin, du contexte. Si on a un site simple, 3 ou 4 extensions peuvent suffire. Si on a un site un peu plus compliqué avec des besoins spécifiques, là, on va monter à une quinzaine d'extensions, mais ça va vraiment dépendre du besoin. Ce qu'il faut, c'est des extensions qui soient maintenues. Donc, qu'on voit qu'il y a des mises à jour régulières, qu'il y a un support derrière et que c'est bien noté par la communauté. Ça, c'est très important. Ok, merci. Et la dernière question est pour Tim. Est-ce que vous savez s'il y a un plugin cookie qui respecte les exigences RGAA? Après, il y a différents outils pour gérer tout ce qui est bannière de consentement. Par exemple, comme Acceptio, qui est leader un peu, en tout cas en France. Nous, pour des solutions plus simples, on a développé notre propre outil, une extension qui s'appelle Cookie Consent et qui permet de respecter ces normes-là, qui se base sur un script open source. Ok, j'espère que Brian, vous avez eu votre réponse et merci à tout le monde. On a terminé, plus de questions. C'était très intéressant. On se retrouve à 11h pour un sujet relations presse et LLM avec notre cas deuxièmeavis.fr avec notre cliente qui sera là pour en parler avec moi et Nicolas Vieuloup. Et Charlotte, Timothée, merci beaucoup. C'était parfait. À très bientôt. Et on se retrouve tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés par le sujet relations presse. Merci, salut, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Et merci Manon pour la modération.